Bon, Philippe de Villiers, je ne sais pas ce que vous avez. Jean-Luc Mélenchon a visiblement un problème avec vous, du moins avec le Puy du Fou. J'ai découvert ce tweet cette semaine, la ruralité culturelle au top niveau à Aubenas, un château rénové, plate de clownerie passéiste style Puy du Fou, mais le respect des visiteurs et de leur sensibilité. Clownerie passéiste du Puy du Fou. Vous qui disiez que vous échangiez à l'époque au Parlement avec Jean-Luc Mélenchon, bah dis donc, il a la mémoire courte, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il faut savoir lire la Mélenchonie. Il y a une écriture. C'est comme l'écriture inclusive, ça. Il faut connaître. Et donc, je confirme que Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois qu'on s'est parlé, et on se parlait beaucoup quand on était au Parlement européen, il était d'un commerce très agréable avec moi. C'est un homme cultivé. Et il me disait, je suis fasciné par ton truc. En fait, c'est la fascination. La preuve, il n'a aucune raison de parler du Puy du Fou dans une exposition d'art contemporain. Mais il en parle. Et en fait, derrière cette fascination, il y a une frustration qui est le fruit d'une curiosité inassouvie. Et en fait, moi, j'ai lu La Meute. Et j'ai découvert la confirmation de ce que beaucoup de gens savent, qui les voient vivre, du couple Nicolas, Elena Ceausescu, alias Jean-Luc et Sophia. Et il y a un journaliste, je vous dirai hors micro qui c'est, qui m'a raconté la genèse du tweet dont vous parlez. En fait, c'était la veille du tweet, la nuit, et à un moment donné, il y a Sophia qui parle, et Jean-Luc dit « Qu'est-ce qui se passe? Tu rêves ?»« Oui, je rêve. »« Et tu rêves de quoi? » ?»« De partir. »« Tu veux partir? Avec qui? Avec toi. Tu veux qu'on parte tous les deux? » ?»« Oui. »« Tu veux qu'on parte en Palestine? En Corée du Nord? Sur la tombe de Trotsky? Au Wokistan? À l'Islamistan? Que sais-je? En Iran? Non. Je veux partir avec toi, je veux que tu m'emmènes. Mon Jean-Luc chéri. Et tu veux aller où avec ton Jean-Luc chéri? Ma Sophia chérie? Au Puy du Fou. Je ne sais pas s'ils ont du second degré. À la France Insoumise, on aurait peut-être dû mettre... Est-ce que j'ai l'habitude, pour démarrer l'émission, de commencer par un apologue? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est une réponse, évidemment, à Jean-Luc Puy du Fou. À Jean-Luc Puy du Fou, j'allais dire. Là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Jean-Luc Puy du Fou. Parlons d'un autre sujet, Philippe de Villiers. On entend dire de plus en plus souvent, il faudra l'union des droites. Mais elle semble s'éloigner chaque jour davantage. Geoffroy Lejeune a une question pour vous. Est-ce que vous pensez, Philippe, que cette union des droites est une condition sine qua non pour une éventuelle victoire de la droite un jour à l'élection présidentielle, ou est-ce que c'est un mirage qu'on nous fait miroiter depuis des années? C'est une question essentielle à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, évidemment, pendant un demi-siècle. En fait, quand vous regardez l'histoire de la Ve République, et en particulier l'histoire des dernières années, depuis 1980-81, l'histoire de la vie politique française, vous pouvez repérer une constante et un fantasme. La constante, c'est l'union des gauches, et le fantasme, c'est l'union des droites. L'union des gauches qui est sans cesse revisitée, sans cesse renouvelée, et l'union des droites qui est sans cesse souhaitée, espérée, et toujours moralement impossible et politiquement impraticable. Et en fait, quand on prend un peu de hauteur sur les 50 dernières années, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est le modèle mitterrandien qui s'impose à nous encore aujourd'hui.
C'est de ce modèle qu'il faut sortir, pour répondre à votre question. Et je vais y répondre dans quelques instants. Mais auparavant, je voudrais dire ce que c'est que le modèle mitterrandien. Parce que j'ai bien connu François Mitterrand. Il m'aimait bien. Et parfois, on échangeait des confidences parce qu'on est voisins. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors, le modèle mitterrandien reposait sur 3 principes d'une efficacité redoutable. Le premier principe, c'était pas d'ennemis à gauche. Donc la coalition électorale sur le modèle du Front populaire, programme commun, union de la gauche. Et ensuite, on a eu Jospin, la gauche plurielle, on a eu la NUPES 2022, et puis le nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'ils se foutent sur la gueule, ils s'envoient les assiettes à la figure, mais ils se remettent à table. Et ça sera pareil la prochaine fois. Ça, c'est la vertu de la gauche. Donc, premier principe, la coalition électorale systématique. Deuxième principe, l'interdit moral. C'est-à-dire qu'on interdit au camp d'en face de faire ce qu'on fait. Les socialistes peuvent s'allier avec les communistes, il n'y a pas de problème moral. Les 100 millions de morts du goulag, ce n'est pas un problème moral. Par contre, les centristes ne doivent pas s'allier avec les nationalistes, qu'on appelle maintenant les souverainistes. Il y a des sujets auxquels on a le droit de toucher quand on est à gauche, mais pas à droite, par exemple l'immigration, etc. Ça, c'est l'interdit moral, qui a toujours été respecté et qui l'est encore aujourd'hui. Et le troisième principe, ça c'est plus malin, plus malicieux, ça c'est vraiment du Mitterrand. C'est le dépouillement de la matrice chrétienne, qui est en fait la matrice de la droite. Un jour, je vous raconte cette anecdote, je parle avec François Mitterrand, on prenait le café, et puis je lui dis, vous savez, je connais bien la petite église de votre affiche, puisque c'est un village voisin de chez moi. Et là, il rit, et je lui dis, pourquoi vous avez fait ça? Donc, je vous rappelle l'affiche, on a François Mitterrand en premier plan, et derrière, on a un village avec une église de campagne typique de la France. Et en dessous, le slogan, c'est « La force tranquille », trouvé par Séguéla. « La force tranquille ». Et il me dit, j'ai jeté une pierre dans le jardin de la cure. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, en fait, j'ai voulu aspirer le vote catholique pour le phagocyter et ensuite l'assécher. Réussite parfaite. En fait, le vote catholique, il est résiduel. Regardez toutes les défaites sociétales qui s'accumulent les unes après les autres. La prochaine, c'est l'euthanasie. Et en fait, la matrice chrétienne n'assure plus l'encadrement, elle ne définit plus les principes de la vie en société. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est mitterrandien. Et la démocratie chrétienne, dont il me parlait d'ailleurs, il disait, vous verrez, la démocratie chrétienne, elle sera avalée par la baleine de Jonas du progressisme boulimique. On y est. Et le troisième, donc les 3 principes, donc l'interdit moral, la coalition électorale et le dépouillement de la matrice chrétienne. C'est-à-dire que pour que la droite n'ait plus rien à se mettre sous la dent. Le génie de la gauche, c'est qu'elle s'est complètement renouvelée. Elle a muté. Elle a connu une mutation idéologique, une mutation sociologique. Une mutation idéologique, c'était l'appropriation des collectifs des moyens de production, le grand soir. Et maintenant, c'est le paradis diversitaire. Rien à voir. Mais ça continue à fonctionner. Et la mutation sociologique, c'est encore plus fort. C'était le monde ouvrier, le prolétariat, maintenant le lumpenprolétariat, le peuple migrant, le nouveau peuple élu. C'est encore plus fort. Pendant ce temps-là, la droite. La droite, elle s'est perdue, la droite, elle s'est rétrécie, la droite, elle s'est vidée d'elle-même. Et donc, pour répondre maintenant à votre question, sur l'union des droites, si on veut que la droite, un jour, regagne, il faut d'abord qu'elle retrouve sa filiation. Sa filiation, c'était la nation et la souveraineté. Elle a abandonné la nation, elle a abandonné le peuple historique, elle a abandonné l'identité du peuple historique pour faire plaisir à la gauche.
Alors vous me direz, ah bon, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, c'est simple. Qui est passé de l'immigration de travail à l'immigration de peuplement sous l'influence du patronat? Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Qui a fait Schengen? Qui a fait sauter la frontière? Jacques Chirac. Et si on passe et donc en fait, ils ont fait entrer un nouveau peuple. Pourquoi? Parce que la droite ne pense plus qu'en termes économiques depuis 50 ans. Elle a laissé la culture, l'éducation à la gauche, le plan Langevin-Vallon, c'est De Gaulle, en considérant que si elle se mettait sur son Aventin de la politique économique, la gauche ne viendrait jamais la chercher. Sauf que maintenant, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche parce que c'est l'État-providence, c'est l'État socialiste. Deuxièmement, elle a abandonné la souveraineté, elle a transféré la souveraineté. C'est elle qui a transféré la souveraineté, c'est Chirac, Juppé, au moment de Maastricht avec Mitterrand. On a transféré la souveraineté. Donc, à partir du moment où on abandonne la nation et la souveraineté, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Deuxièmement, la droite, si elle doit retrouver sa filiation, la nation et la souveraineté, il faut aussi qu'elle brise l'interdit moral. Regardez-les tous quand ils parlent. Ils disent « Ah oui, mais jamais d'alliance avec le Rassemblement national. » Donc rien ne change, en fait. Il y en a 4 qui ont tenté de briser l'interdit moral dans l'histoire, que j'ai bien connu. Le premier, c'est Michel Poniatowski, qui m'a dit des dizaines de fois, j'explique à Giscard, il ne comprend rien, il faut faire la grande alliance de toutes les droites comme la gauche a fait l'alliance de toutes les gauches. Le deuxième, c'est Charles Pasqua. Quand il a dit en 1988, au moment des élections législatives, il faut faire une alliance de tout le monde, parce que nous avons des valeurs communes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est nos valeurs actuelles, le journal que vous avez bien connu. Ça a été un tollé absolument incroyable. Le pauvre Pasqua en a pris plein la gueule. Le troisième, c'est Charles Millon, auquel je veux rendre hommage, c'est un homme d'État. Et quand il est arrivé à la tête de la région, il a dit « Moi, j'accepte les votes de tout le monde ». Il a été élu, mais mal élu, puisqu'il y avait des gens du Front National à l'époque qui avaient voté pour lui, donc destitué. Il s'en est jamais remis, le pauvre. Et enfin, le quatrième, c'est Éric Ciotti. Lui, il est allé carrément, il a fait l'alliance. Voilà. Et enfin, troisièmement, le plus important, il faut que la droite aille chercher son patrimoine, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise pour refaire une société d'entrepreneurs, la culture pour refaire une société de créateurs, et le sociétal pour refaire une société de voisinage. En fait, quelle est la différence entre la droite et la gauche? Quand on réfléchit bien, la gauche, elle tient tout entière dans une réplique du Faust de Goethe. Méphisto qui dit « Je suis l'esprit qui toujours nie ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Je suis l'esprit qui est dans la négation du réel. Je nie le réel ». En d'autres termes, la droite, c'est le réel, la gauche, c'est l'utopie, c'est le refus du réel. Or, si on veut reconstruire la France demain, il va falloir se poser la question suivante. Où est la limite? C'est la question de la limite. Et donc la question de l'ordre naturel, qu'on ne cesse de trahir, et que la droite trahit avec la gauche. La limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite dit « pourquoi ?» et la gauche dit « pourquoi pas ?» La droite, c'est l'ordre naturel, donc c'est la limite. Il y a une nature humaine, il faut faire attention. Et la gauche, elle, c'est l'illimitation libertaire. Aujourd'hui, la droite, elle a 2 tabous. Un tabou, c'est quelque chose dont on ne veut jamais parler. Le premier tabou, c'est l'Europe. On ne remet rien en cause. Et on croit que sans rien remettre en cause, n'ayant plus le pouvoir, on va pouvoir continuer à gouverner et à redresser le pays. Mais si on ne reprend pas le pouvoir, on va encore mentir. Regardez aujourd'hui, il suffit de voir toutes les politiques qui sont menées, totalement inefficaces. Pourquoi? Parce que quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, je vous l'ai dit 100 fois, je vous le redis, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Le pouvoir, comme disait Saint-Aignan,
c'est quand on l'a. Or, plus personne n'a le pouvoir en France aujourd'hui. Mais personne ne veut le dire. C'est un sujet tabou. Deuxième sujet tabou, le Rassemblement national. On ne veut pas faire d'alliance avec le Rassemblement national. Je note que dans la campagne là, à laquelle on assiste à LR, il y a une évolution. Pas plus tard que ce matin, j'ai entendu un candidat qui a dit, Laurent Wauquiez pour ne pas le nommer, il faut faire l'union des droites. Donc, jusqu'ici, ça arrête à Sarac-Nafo. Bon, encore un petit effort et puis il y aura tout le monde. Parce qu'il n'y a aucune raison il y a vraiment aucune... Alors, dans le temps, il y avait des raisons officielles. Il y avait l'antisémitisme, il y avait l'immigration. Mais maintenant, aujourd'hui, le problème de l'immigration, il est partagé par tout le monde. Voilà. Moi, je pense que celui qui gagnera, et je pèse mes mots, c'est celui qui fera deux choses à l'avenir pour notre pays. Premièrement, qui proposera une politique de redressement impressionnante, une politique de redressement qui renversera la table dans tous les domaines. Et deuxièmement, et le milieu politique aujourd'hui n'y est pas prêt. Les Français y sont prêts, mais pas le milieu politique. Et deuxièmement, quelqu'un qui osera dire « moi je fais l'union des droites comme ils ont fait l'union à gauche », sans aucune exclusive. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, là c'est bien. Autre sujet à présent, parce que vous avez parlé justement de cette gauche qui niait le réel. Et ça m'a fait penser, cette semaine, on a pu entendre Emmanuel Macron lors de cette grande émission pendant 3 heures, face à des responsables politiques, des spécialistes, et certains, au sortir de cette émission, se sont dit mais il nie le réel, ses difficultés et finalement son bilan. D'ailleurs, on va les regarder ensemble, mais la presse ne s'y est pas manquée dès le lendemain. J'ai vu marquer tout ça pour ça. Alors ça, c'est la presse d'aujourd'hui, un sentiment d'impuissance. Vous avez un grand oral sur la défensive pour l'opinion. Bref, il y avait eu de nombreuses unes, même pour l'humanité, sans faire dans l'arrogance et le libéralisme. Quelle impression vous a laissé l'émission d'Emmanuel Macron sur TF1, Philippe de Villiers? Vous connaissez Hernani? J'ai sans cesse pensé, en le regardant, à Hernani. Et j'avais pitié de lui en pensant à Hernani. Vous savez, mon Aragon, Galice, Estramadour. Ah, je porte malheur à tous ceux qui m'entourent. Je suis une force qui va, une âme de malheur fabriquée des ténèbres. Il est une force qui va. Emmanuel Macron est une force qui va. On ne sait pas où il va. On ne sait pas s'il y va vraiment. Ou plutôt, on a peur qu'il aille avec nous à l'abîme. Il a été très secoué. Même la secrétaire générale de la CGT était meilleure. Il a été très secoué par Agnès Verdier-Molinier. Molinier qui a été chirurgicale, splendide, souriante, délicate, incisive. Et il a été baladé par le goupil de Béziers. Mon ami Robert Ménard, qui était extraordinaire, brillantissime, inattendu pour un homme qui est seul dans les salons. Emmanuel Macron, qui est plus du tout habitué au bistrot. Mais je vais aller plus loin pour répondre à votre question, au fond de votre question. En fait, quand je l'ai vu brandir ses diagrammes, sa graphie sur le thème « Regardez mes courbes », je l'ai trouvé hagard, pathétique, cherchant à rattraper par la logorée la béance, la vacuité, le néant. Et cette émission, elle m'a fait mal, moi. Parce que là, c'est un tournant. C'est une émission d'abaissement de la fonction. Il y a une sorte de jeu ludique, de divertissement. Tout à coup, TF1
retrouve une faculté critique, après avoir servi la soupe pendant des décennies, en tout cas pendant 8 ans à Macron. Et il était très mal à l'aise. Et surtout, en fait, le mot qui revenait, qui est un mot latin, mais qu'il a appris avec Paul Ricoeur, non possumus, non possumus, non possumus. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'impuissance. Beaucoup de gens qui regardaient cette émission, et même vous, j'en suis sûr, attribuent cette impuissance à un défaut de caractère, un défaut de volonté. Ça, c'est facile. Mais c'est un mensonge de dire ça. C'est une forme de paresse. Non, l'impuissance, d'où elle vient? L'impuissance, elle vient du crime de lâcheté de générations politiques successives qui ont dépouillé la France, qui ont dépouillé la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, et qui aujourd'hui disent ben alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne peux plus rien faire puisque j'ai plus le pouvoir. Et donc, en réalité, et vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous a mis sur la voie, en fait, à un moment donné. À un moment donné, il dit oui, l'âge d'accès pour les réseaux sociaux, ah, mais ça, c'est une compétence de l'Europe. Tiens. Il aurait pu dire à Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT sur Arcelor, la voilà, l'Europe de l'ouverture, qui fait rentrer l'acier chinois. Parce que depuis 1992, il n'y a plus aucune protection, plus aucune préférence communautaire. On l'a voulu, cette Europe-là. C'est la droite et la gauche qui l'a voulu, cette Europe-là. On ne peut plus se protéger, donc on ne peut plus protéger l'acier français, pas plus que l'automobile. Il aurait pu dire à Robert Ménard, vous parlez d'immigration, de la répartition de l'immigration, mais en fait, c'est l'Europe qui nous oblige à faire ça. Parce qu'on a signé des traités, le pacte asile-immigration. On a signé les traités de Maastricht, d'Amsterdam, le traité de Lisbonne, et donc on est dépouillé. Donc je ne peux pas, moi, vous répondre autrement qu'en vous disant, allez voir Madame von der Leyen. Il aurait pu dire à Agnès Verdier-Molinier, alors là j'aborde la tabou, ben oui, mais on a l'euro. Et en fait, on vous a trompé avec l'euro. Parce qu'on vous a fait croire, nous les hommes politiques, que l'euro était un accélérateur de vertu, alors que c'est un accélérateur de laxisme et d'inconscience. C'est bien pratique l'euro pour les hommes politiques. Il n'y a plus de réaction des marchés financiers. Il y a un journaliste économique, l'anglais, il est toujours très bon, qui dit en fait, on a mis l'édredon sur le réveil pour ne pas entendre la sonnerie. Oui. En d'autres termes, on continue à mentir aux Français. C'est-à-dire qu'on ne veut pas leur dire, voilà, la cause de tous nos maux. C'est qu'en fait, nous, les hommes politiques, non possumus, nous ne pouvons plus rien faire pour vous parce qu'en fait, nous sommes des spectres. Le pouvoir est ailleurs. Il est parti ailleurs. Nous l'avons envoyé ailleurs. Nous l'avons transféré ailleurs. Et la question que moi, je me suis posée, Elliot, je crois, c'est iconoclaste, cette question. Quand je me suis endormi devant mon poste, ce qui m'arrive rarement, hein. Même pour le Paris Saint-Germain, je ne dors pas. Ah bah non, pas en ce moment. Ouais. Surtout pas en ce moment. Voilà. Ouais. Mais là, je me suis dit, bon, je vais me coucher, tant pis. Et là, je me suis dit, il faut qu'il parte. Si Emmanuel Macron a une conscience nationale et une conscience tout court, une conscience morale, il faut qu'il se dise on ne peut pas rester comme ça pendant 2 ans. Là, ce que je dis en ce moment, il y a 1 million de personnes qui nous regardent et demain, sur Europe 1, 800 000 auditeurs, et ils sont en train de dire bah oui, il a raison, mais il est le seul à le dire. Mais voilà, et Monsieur le Président, faire autre chose, quoi. Parce que là, pourquoi? Parce qu'il faut un nouvel élan à l'Élysée, un nouvel élan à Matignon, un nouvel élan à l'Assemblée. Un nouvel élan tout court, parce que le pronostic vital de la France est engagé.
Et ils sont 84%, selon un sondage du Figaro ce matin, à ne pas souhaiter que Emmanuel Macron se représente, non pas en 2027, il ne le pourra pas, mais en 2032. On vient une nouvelle fois de vivre une semaine au rythme, malheureusement, des agressions barbares, des violences à répétition. Vous avez eu le week-end dernier le pompier percuté lors d'un rodéo sauvage. Tentative de kidnapping désormais en plein cœur de la capitale, en plein après-midi. Mardi, la fille d'un entrepreneur en crypto-monnaie a été victime d'une tentative d'enlèvement en plein Paris. Je vous propose de revoir la séquence. Appelle la police, Chloé. Oui, tu appelles le 17. Le 17, Chloé. Le 17, oui. Geoffroy Jauge. Quand on voit ces images, Philippe, et quand on voit tous les faits que Elliot vient de rappeler, déjà on est un peu effrayé. Et je me demandais, est-ce que vous pensez qu'on est face à une crise institutionnelle ou face à une crise de régime ? En écoutant votre question et en regardant ce reportage, je pensais à Charles Pasqua qui disait « Le pays n'est pas gouverné ». Il disait tout le temps ça. S'il était là, qu'est-ce qu'il dirait ? Et surtout une phrase de Marie-France Garot qui disait « Ils ont tué la Ve République, Mitterrand par orgueil, Giscard par vanité et Chirac par inadvertance. » Je réponds à votre question. En fait, c'est plus qu'une crise institutionnelle, c'est plus qu'une crise de régime, c'est une crise de survie. C'est pour ça que je parle toujours du pronostic vital. Et il faut que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en soient conscients pour qu'on puisse un jour prendre les bonnes décisions. Sinon, le pays va mourir. D'abord parce que c'est une crise de l'État. Or, c'est l'État qui a fondé la nation. C'est l'État qui a fondé la France, pas l'inverse. C'est une crise de l'État parce qu'on le voit bien, à travers tous les exemples que vous avez cités, Elliot, l'État n'a plus ce que Max Weber avait appelé le monopole de la violence légitime. Et il ne peut plus assurer la sécurité, même s'il le veut, même s'il le proclame, c'est fini. Ça a basculé. Et ça a basculé parce qu'en fait, il est grignoté par l'État profond. Il faudra qu'on y revienne à ça. Donc il ne peut plus rien faire. Il a les mains liées. Ensuite, nos institutions sont dévoyées. Le pouvoir exécutif est évanescent. Le pouvoir législatif est devenu une instance de transposition de l'empire de la norme. Et le pouvoir judiciaire est gangrené par l'inversion victimaire. Et enfin, la puissance publique, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, est maintenant impuissante puisqu'elle a perdu le contrôle de la frontière, de la loi et du budget. Voilà pour la crise étatique. Mais sur cette crise étatique, c'est ça le plus grave, se greffe une crise nationale. Qu'est-ce que c'est la crise nationale ? C'est un changement de peuplement. La fécondité différentielle, l'immigration massive s'allie pour faire en sorte que, selon les spécialistes, dans 30 ans, le peuple historique français sera minoritaire, à vue humaine. C'est une question statistique. Ensuite, un changement de civilisation. Quand j'étais petit, il y avait la France, il y avait une France, avec des nuances, avec des déchirures, mais il y avait une France. Aujourd'hui, il y a 3 Frances. Il y a la vieille France, comme disent les autres, comme disent les macronistes, la vieille France, c'est nous. C'est CNews. C'est-à-dire celle qui tient au dépôt millénaire. Ensuite, il y a l'anti-France qui pratique le populicide. Pardon d'inaugurer un mot nouveau. Et puis, il y a la post-France de Macron qui pratique le mémoricide. C'est-à-dire une plateforme disruptée, mondialisée. C'est ça la France. La France est devenue un pays d'ayant droit. Il y a une éclipse de la conscience nationale. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le mot patriote, maintenant, on l'utilise pour les Ukrainiens, mais jamais pour les Français. Et troisièmement, se greffe sur la crise nationale une crise morale. C'est la plus grave. La crise morale, c'est la perte
de la transmission, la perte de la transmission du modèle français, c'est-à-dire la mémoire commune qui part en vrille, l'art de vivre qui part en vrille. J'espère qu'on en parlera parce que c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on est entre le wokistan qui nous désocialise et l'islamistan qui nous resocialise. Il y a d'ailleurs un livre extraordinaire qui vient de sortir, dont on parlera, j'espère, la semaine prochaine, le wokisme, avec Emmanuel Hénin et Pierre Vermeuren et d'autres. L'obscurantisme woke. Ouais, voilà, c'est vraiment un livre admirable qui explique tout ça. Et puis, je dis, la perte de la transmission de notre modèle, de nos modes de vie, mais aussi la perte de la transmission de nos repères, c'est-à-dire la manière d'être en société. Y a-t-il encore en France aujourd'hui une mystique commune? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je parle de redressement, il y a 3 mots-clés en fait. Si on les décline, on gagne. Regardez dans certains pays où tout bascule en quelques heures, l'espoir revient. Pour que l'espoir revienne en France, il faut premièrement rétablir la souveraineté, aller chercher le pouvoir là où il est et le rendre au peuple. Deuxièmement, rétablir l'identité française en disant la France c'est ça et pas autre chose. Maintenant, si vous n'êtes pas content, vous partez. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et troisièmement, l'autorité. Les 3 autorités. L'autorité régalienne. C'est pas normal qu'on soit obligé maintenant de mettre des policiers qui vont protéger des policiers qui vont protéger des gardiens de prison, des policiers qui vont protéger des pompiers. Alors on va recruter des policiers protecteurs. On va où? Et donc, l'autorité régalienne, l'autorité magistrale, le prof, on le remet sur l'estrade. Et troisièmement, l'autorité paternelle. L'autorité paternelle, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec une société sans père. Voilà, je m'arrête là, mais il y a du pain sur la planche, mais qui osera? Autre sujet à présent, et c'est un sujet qui vous tient à cœur, dont vous parlez régulièrement dans cette émission chaque vendredi soir. On va parler de la loi sur la fin de vie qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, Philippe de Villiers, et qui suscite des oppositions de plus en plus fortes. Claire Fourcade était l'invitée de Sonia Mabrouk cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Ce dont l'Assemblée va débattre dans les jours qui viennent, c'est pas la question de la demande de mort. La demande de mort existe, elles existent déjà, avec ou sans loi. C'est notre travail et c'est la mission que la société nous donne d'écouter ces demandes et d'essayer de les accompagner. La question, c'est comment collectivement on veut y répondre. Quelle décision on prend, comment collectivement, qu'est-ce qu'on souhaite dire à celui qui nous dit qu'il veut mourir par la tentation du suicide ou par celle de l'euthanasie quand on est atteint d'une maladie grave, comment collectivement on veut répondre. Et actuellement, la société dit non. Vous voulez mourir, vous avez tenté de vous suicider, c'est non-assistance à personne en danger si on ne vous réanime pas, vous demandez l'euthanasie, on va vous accompagner, on va vous soulager, on va faire tout ce qu'il faut, y compris prendre des risques. L'objectif, c'est de vous soulager. Si on change ce message, c'est très important à la fois pour les patients, pour leurs proches et pour les soignants. Et puis, je crois que ça nous fait entrer cette loi, c'est une loi du tri. Parce qu'en fait, face à la souffrance, comment on va trier les souffrances? Comment on va décider quelle souffrance mérite d'être soulagée? Quelle souffrance peut donner accès à la mort? Comment on va trier les demandes? Comment on va trier les vies des patients qui nous sont confiés? Et je crois qu'en fait, il y a seulement 2 réponses possibles. Soit on décide, parce qu'on ne peut pas faire ce tri, que dans un pays d'égalité, toutes les souffrances doivent obtenir les mêmes réponses. Dans ce cas-là, on ne met aucun critère. On ouvre la loi et on décide que chacun peut choisir le moment de sa mort sans aucun critère. Soit on décide collectivement de continuer à dire non, mais à ce moment-là, ça doit être un non qui engage. Ça doit être un non de toute la société. Ça ne peut pas être un non du renoncement. Ça doit être un non qui nous engage tous à accompagner correctement ceux qui souffrent. Geoffroy Lejeune. 2 questions pour vous, Philippe. Pensez-vous que la proposition de loi qui est en ce moment discutée à l'Assemblée nationale, qui est probablement d'ailleurs une des versions les plus radicales de ce qui existe dans le monde, une des plus excessives, puisse être adoptée par le Parlement? Et deuxième question, pourquoi parlez-vous, quand vous parlez de ce sujet d'euthanasie, de rupture anthropologique?
D'abord, vous me permettrez de saluer Claire Fourcade. Pour moi, c'est une héroïne de notre temps. Parce que, avec un calme imperturbable, toujours en altitude, elle prévient. Elle est dans l'anticipation. Elle cache sa souffrance, mais je suppose que cette femme doit souffrir parce qu'elle connaît le sujet comme personne. Et je vais essayer de traduire ce que moi je ressens. Moi, je suis monsieur tout le monde. Et je voudrais en appeler à la conscience de chacun d'entre vous, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, pour que vous adressiez un mot au gouvernement tout entier. Ce gouvernement aura au front une tâche d'infamie quand il aura fait passer cette loi dont vous parlez. Oui, je parle de rupture anthropologique. On pourrait parler de renversement anthropologique. Si vous me passez l'expression, c'est-à-dire qu'en fait, la non-assistance à personne en danger, qui était un crime puni par le code pénal, est devenue la non-assistance à personne en danger, enfin, va devenir une vertu légale encouragée par la loi. Si ce n'est pas un renversement anthropologique, ça. C'est-à-dire qu'en fait, la vie humaine en société s'est construite sur l'interdit absolu de la mort administrée. Alors, première réflexion, avec cette loi, premier changement, le crime de meurtre va devenir légal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? On rigole pas là. Et je disais en famille il y a 2 jours, je disais, alors on se plaint de la violence, là, les crypto-monnaies, etc., tout le monde, la violence dans la rue, etc. Mais la violence, c'est la classe politique qui installe la violence. Quand on interdit la vie à un petit ou à un enfant qui a un petit truc en plus, pour reprendre le titre du film, et quand on s'apprête à liquider les vieux dans les EHPAD, parce que c'est ça qui est en cause, moi je dis la vérité, on n'est pas nombreux à le dire comme ça, mais il faut le dire comme ça. C'est pas la violence, ça? Et donc, en fait, le meurtre légal, ça veut dire qu'on va pouvoir tuer son enfant, tuer son parent, tuer son patient. Ça veut dire que c'est un changement de nature de la notion de soin. Le prolongement du soin sera la mort. C'est un changement de vocation du médecin. Changement complet. Aujourd'hui, le médecin, il est là pour sauver, depuis Hippocrate. Il sera là pour sauver ou pour injecter. On dira dans les familles pour régler le problème du surnuméraire. Toute société qui relativise l'acte de tuer est une société tribale. Toute société qui est complaisante avec le suicide, en l'occurrence le suicide assisté, est une société suicidaire, une société qui se suicide. Et qu'on ne vienne pas nous dire, oui, mais il y aura des conditions strictes. Des conditions strictes. On a entendu Jean-Louis Touraine, qui est un de ceux qui tirent les ficelles, qui a dit, non, vous inquiétez pas, même s'il y a des conséquences, il faudra voter la loi parce que c'est le pied dans la porte. Et ensuite, on fera comme ailleurs. Ah oui, ailleurs, comment ils ont fait, c'est intéressant. Ailleurs, aujourd'hui, dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, on supprime les handicapés et les enfants. C'est la phase d'après. Et là, j'arrive à un moment où je voudrais dire quelque chose qui n'a pas été dit, à ma connaissance. C'est que, en fait, le piège s'est retourné contre son auteur, le Premier ministre. Le Premier ministre, il a fait le malin, avec tout son gouvernement, sur le thème « Attendez, vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. On va faire une loi qui va prôner la vie
et son contraire. C'est ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire deux lois, une loi qui soigne, une loi qui tue. Et il a osé afficher une équidistance morale entre les deux pour les rendre également désirables. On voit le résultat, on ne parle plus que de la loi qui tue. Et je vais plus loin. Derrière tout ça, il y a un calcul économique de l'État profond. Parce que les vieux coûtent trop cher. Une annonce hier. La Fédération hospitalière de France vient d'annoncer que 7 EHPAD sur 10 sont déficitaires. Il faut trouver les sous. Ça coûte trop cher. Les vieux coûtent trop cher. Parlons crûment. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'a très bien dit Jean-Marie Lemennet dans sa lettre, dans la lettre de la Fondation Le Jeune. C'est aussi ce que dit, à mon avis, Claire Fourcade et Philippe Juvin, tous ceux qui connaissent le sujet, qui l'ont pratiqué. Voilà ce qui va se passer, Elliot. Écoutez bien. Il va y avoir 2 catégories de gens. Ça va faire comme les ZFE. Il y aura les gueux et les autres. Pour les riches, pas de problème. Les soins palliatifs seront pour les riches parce que c'est cher. Et l'euthanasie sera pour les pauvres parce que c'est pas cher. Vous m'avez entendu. Et je veux bien être démenti. Mais je connais le sujet maintenant. Je l'ai regardé de près. C'est horrible. Je vais vous dire, c'est le sens du bien et du mal qui est inverti. Pas seulement inversé, mais inverti. C'est-à-dire qu'on est en route vers l'eugénisme. De sinistre mémoire, en 1933. L'eugénisme. L'eugénisme qu'on pratiquera en France au nom de l'enfant parfait et du vieillard parfait. Ça veut dire qu'on va entrer dans une société du soupçon, une société du doute, une société de la suspicion, une société sans voisinage. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Un peuple qui confie la fabrication de ses enfants à d'autres peuples, parce qu'il est plus capable d'assumer le principe de la vie. C'est un peuple qui se suicide, le mot suicide étant employé au sens figuré. Mais un peuple qui légalise le suicide assisté, c'est un peuple qui se suicide. Et là, le mot suicide est utilisé au sens propre. Au sens figuré, au sens propre, le peuple français est en train de vivre un populicide. Mais pire que ça, un peuple qui s'apprête à punir le délit d'entrave, c'est-à-dire toute parole publique alternative qui prône la vie plutôt que l'euthanasie, et qu'enverra en prison les gens comme moi qui ont préconisé la vie et non pas l'euthanasie, ce peuple-là est en train de mettre au pouvoir le crime. Et j'invite les téléspectateurs à revoir cet entretien avec Claire Fourcade et Sonia Mabrouk, qui disaient on a vu ce qui se passait chez nos pays voisins, chez nos voisins européens notamment, et on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas à terme. Il nous reste moins de temps que prévu, mais on va retrouver un peu de sourire avec un vendredi 16 mai, qui est l'anniversaire d'un ange, m'avez-vous dit, Philippe de Villiers. Je ne savais pas que les anges fêtaient leur anniversaire. Et surtout, puisque je ne sais pas de quel ange vous allez nous parler, de quel ange parlez-vous donc, Philippe de Villiers? Quand on s'est quitté vendredi soir, Elliot Geoffroy, vous vous souvenez, on a laissé la jeune Lorraine en route pour Reims, avec le futur Charles VII. J'ai cheminé pendant toute la semaine et on est arrivé à Reims. Et là, fasciné depuis mon enfance. Parce que quand j'étais petit, j'allais à Reims pour aller voir le stade de Reims, qui était l'équivalent de votre Paris Saint-Germain. Raymond Coppa, Van Gling, et Anthony Fontaine, etc. Et on allait à chaque fois voir la cathédrale.
et j'étais fasciné par l'ange au sourire. Cet ange, c'est l'ange le plus célèbre de l'histoire de France. C'est l'ange gardien de ce vieux pays recru d'épreuves. Il sourit depuis 1236. Et il est sorti des mains d'un sculpteur champenois génial. Regardez ce visage incliné, au sourire lumineux, le drapé souple de la tunique, le léger déhanché, ce chef-d'œuvre qui déploie ses ailes de pierre hors du temps. Cet ange, songez que cet ange, si vous croisez son sourire, il en connaît beaucoup plus que vous. Cet ange, il a vu passer 37 cortèges du sacre. 32 cortèges du sacre. Il a vu arriver la jeune Lorraine, qui lui a souri. Il lui a souri. Et la jeune Lorraine lui a confié en embrassant son étendard. Monsieur l'ange, mon étendard, il a été souvent à la peine. C'est bien raison qu'aujourd'hui, il soit à l'honneur, non? Et l'ange a fait signe, avec le sourire. Oui, c'est bien raison qu'il soit à l'honneur en ce jour de sacre. Et en fait, Jeanne, en passant sous le porche et en croisant le regard de l'ange, elle a pensé que ce sourire venait de la Jérusalem céleste, mais en même temps que c'était une métaphore pour lui indiquer l'épreuve à venir. Pourquoi? Parce qu'elle a observé que l'ange tenait dans sa main droite la palme du martyr tendue à saint Nicaise. Saint Nicaise, l'évêque de Reims, qui a été décapité par les Vandales. En fait, cet ange qui monte la garde de la haute mémoire spirituelle de notre pays, cet ange, songez qu'il a vu entrer dans la cathédrale 32 fois le même cortège de la Sainte-Ampoule. Une marche lente, solennelle, couverte par les basses trompes des grandes orgues. Il a vu entrer à chaque fois l'abbé de Saint-Denis, vêtu de la même chape d'or, descendant toujours du même côté, à chaque fois, de sa hacquenée blanche. Il a vu entrer la Sainte-Ampoule, suspendue au cou de l'abbé de Saint-Denis par une petite chaînette d'argent et sous un dais de moire d'argent. Il a vu entrer la petite colombe d'or avec bec et pattes de corail fixées sur un plat de vermeil orné de pierreries. Et il a entendu, comme personne ne peut s'en souvenir, il a entendu la foule qui chantait à tue-tête « Gaude Félix Francia, réjouis-toi, réjouis-toi, bienheureuse France ». Il a vu passer François Ier, Henri IV, Louis XIV et tant d'autres. Mais il a vu aussi des malheurs. Il a vécu des misères. Il a vu des offenses. Il a vécu 1793, les profanateurs, les prédateurs. Il a vu ses frères de Pierre brisés, mutilés, décapités. Et lui-même a souffert pendant la Révolution, pendant la Terreur. Il a vu le sceptre et la main de justice brûlés. Il a vu la cathédrale devenir un magasin de fourrage. Mais surtout, c'est plus tard qu'il a vraiment souffert. Et c'est plus tard qu'on a cru que le sourire ne reviendrait plus jamais. C'est le 19 septembre 1914. Une pluie de feu s'abat sur la ville de Reims et sur la cathédrale Bôle. Et l'ange au sourire devient une gueule cassée. Il rejoint les poilus dans la tranchée. Il est décapité, il est en 1000 morceaux. Il faudra des heures et des heures d'une population méticuleuse, la population rémoise, attachée à la grandeur de son trésor,
pour remonter l'ange, pour le retrouver, lui redonner son regard, lui redonner son sourire. Et vous voyez, Eliot, Geoffroy, si j'ai choisi de parler de l'ange au sourire de Reims, c'est parce que c'est pour moi une allégorie, pour ceux qui désespèrent. Et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, il y a quelque chose d'allégorique dans cet ultime épisode. Alors bien sûr, on peut dire, et c'est vrai, il y a l'éclipse du sourire, souvent. Il y a l'éclipse du souvenir, encore plus souvent, pour un peuple amnésique et qui parfois sème la honte sur lui-même. Mais il y a quelque chose qui est supérieur à l'usure de la pierre sculptée et à la folie des hommes dans notre pays. C'est l'immémorial français. Si vous désespérez, faites comme moi, allez à Reims, arrêtez-vous devant l'ange au sourire. C'est ce sourire-là, il vous parle des grâces, de l'élégance et des ferveurs françaises. Ce sourire-là, il veut dire le sourire de la France ne meurt jamais. Merci Philippe de Villiers. Eh ben, on va se quitter sur un sourire quand même. Comme à chaque fois d'ailleurs. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.